Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers mystérieux de la prison. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un métier peu connu et pourtant au centre du système judiciaire français, le métier de juge d'application des peines. Bonjour Madame André, merci d'avoir accepté notre invitation, nous sommes très heureux de vous recevoir. Et avant de commencer l'interview, est-ce que vous souhaitez vous présenter à nos auditeurs ? D'abord, bonjour Clémence et bonjour Virgile. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Cécile André, j'ai 48 ans. Je suis actuellement juge d'application des peines au tribunal judiciaire de Lille depuis 3 ans. Et donc, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier actuellement ? C'est venu petit à petit au fur et à mesure de mes études de droit. Je me suis dit que c'était un métier qui avait du sens et que cette idée de rendre la justice me plaisait. Et je me suis pas trompée parce que c'est un métier que j'aime beaucoup et que même après 23 ans, là maintenant, j'apprécie toujours autant. Voilà. Alors ce qui me plaît particulièrement peut-être dans les fonctions de juge d'application des peines, c'est plutôt le côté humain et la richesse que peut y apporter votre propre expérience personnelle, votre expérience professionnelle aussi. Et puis les qualités humaines dont il faut faire preuve pour être un bon juge d'application des peines. Donc c'est ça qui me plaît, c'est aussi la rencontre avec des justiciables qui sont pas là pour vous plaire en général, même si certains font des efforts. mais ces rencontres-là, elles sont assez uniques et même si de loin on a parfois l'impression qu'un dossier de conduite en état alcoolique, par exemple, il est exactement semblable à un autre. Dans la réalité, les gens qui sont derrière ne le sont pas. Et c'est ça qui rend ce métier passionnant, plus que sa complexité juridique. Est-ce que, selon vous, il y aurait d'autres qualités requises que le côté humain pour exercer ce métier d'application des peines ou Alors, il y en a d'autres quand même, parce que ça reste un métier assez technique. Je vous donne une petite idée, le fascicule d'application des peines qui reprend voilà, la plupart des règles importantes, c'est quand même un poly de 600 pages, donc voilà, on ne peut pas les avoir toutes en tête, mais ça reste assez technique, donc il faut quand même être un bon juriste et avoir une capacité d'absorption des règles assez efficace. Après, je dirais qu'il faut pas mal de rigueur, bien sûr, mais ça c'est un peu les qualités du juriste habituellement. Il faut de la maîtrise de soi aussi. On est quand même souvent confronté à des situations où en face de vous, vous avez des gens qui vont avoir envie de vous faire sortir de vos gonds parfois. Parfois c'est involontaire aussi, mais évidemment il faut pouvoir maîtriser à la fois ses propres émotions, ses propres réactions pour pouvoir aboutir à un dialogue intéressant et constructif avec la personne condamnée. Donc de la maîtrise de soi, de l'organisation aussi bien sûr, des capacités je dirais d'écoute et d'empathie. Si vous vous intéressez pas à la situation personnelle de la personne qui est en face de vous, je crois pas que vous ferez un bon juge d'application des peines. Il faut avoir de l'intérêt pour cette personne qui a peut-être commis des actes épouvantables, ou des actes qui sont plus classiques mais tellement répétitifs que c'est un peu désespérant parfois. Il faut pouvoir s'intéresser à eux et accepter un peu d'entrer dans leurs propres ressentis, dans leurs émotions, dans leur histoire pour tenter de mener un parcours d'exécution de la peine qui soit cohérent et qui aboutisse à une volonté de changement aussi chez les personnes. Voilà, donc je dirais que c'est aussi savoir écarter ses propres a priori. Hein. On est tous faits d'un certain nombre de préjugés sur des situations. Ça, c'est notre métier de juge aussi, de pouvoir les mettre de côté, oublier qui on est à titre personnel, pour se recentrer sur des valeurs qui sont, je dirais, communes à notre société. Et puis garder un petit peu d'espérance dans des personnes qui parfois nous ont beaucoup découragés. On est quand même face à un certain nombre de condamnés qui ont des casiers judiciaires qui font 10 pages. Donc ça veut dire qu'on a déjà essayé beaucoup de choses avec eux, peut-être pas les bonnes, peut-être que c'était pas au bon moment non plus. Mais il faut toujours se dire que voilà, c'est cette chance-là de recommencer, il faut pouvoir la lui donner au bon moment, hein, pas n'importe quand, mais au bon moment. Donc
conserver une capacité d'espérance par rapport à des situations qui parfois nous paraissent vraiment désespérées. Vous avez évoqué donc justement quand vous avez pris le cas des dossiers de personnes qui conduisaient de manière alcoolisée, que même si le crime est le même, les profils entre guillemets ne sont pas pareils. Est-ce que malgré tout vous reconnaissez un genre de situation classique? Alors, on est quand même beaucoup confronté à des situations de personnes addictes à des produits toxiques, que ce soit l'alcool, les stupéfiants. C'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment. C'est pas forcément l'attrait financier qui va les pousser à commettre un certain nombre d'actes. Ça va être d'autres choses, mais en tout cas, c'est un point qu'on retrouve très souvent, cette dépendance à un produit. Mais de manière plus générale, sont souvent quand même des histoires assez fracassées. Alors pas forcément depuis l'enfance, mais il y a des fêlures quand même assez fortes qui sont intervenues dans la vie de ces gens et qui sont parfois difficiles à déceler. Il va parfois falloir beaucoup d'entretien et beaucoup de persévérance aussi pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne qui parfois en apparence a eu un cadre familial assez soutenant, a des capacités intellectuelles tout à fait correctes et qui a pu faire des études, être bien entourée, pourquoi est-ce que cette personne a complètement dévié et s'est mis à commettre un ou plusieurs actes de délinquance? En règle générale, on va souvent retrouver quand même des événements forts dont la personne veut parler ou ne veut pas parler. Mais c'est quand même un point commun à toutes ces personnes. De manière générale, on les sent assez isolés. Alors, peut-être pas en apparence, mais on sent qu'il y a des liens affectifs qui n'ont pas pu se créer ou qui se sont mal créés. Alors, soit c'est avec la famille, soit c'est plus tard parfois avec les conjoints, les partenaires, et j'ai le sentiment que ça crée des brisures qui sont après difficiles à retourner. Il faut reprendre confiance en soi, en fait. C'est ça aussi, je pense, maintenant que j'y réfléchis. Il y a souvent une difficulté par rapport à la confiance en soi aussi, hein. Donc c'est des éléments d'ordre psychologique que je vous livre, plus que l'élément objectif qui est le phénomène d'addictologie. Mais en général, l'addictologie, ça vient souvent aussi parce qu'il y a justement des failles au départ, hein. Est-ce que vous avez un exemple, un cas particulier qui vous a particulièrement marqué à nous donner? Alors, je pourrais vous parler de cas épouvantables qui m'ont marqué, mais déjà, c'est pas très drôle, et puis on n'a finalement pas forcément envie d'en parler. On le fait avec les collègues pour un peu évacuer un petit peu les choses pénibles, parce qu'il y en a quand même pas mal aussi. Moi, j'aurais plutôt envie de vous parler d'exemples positifs quand même, ça me semble plus intéressant, parce que c'est quand même aussi l'objectif de notre métier, d'accompagner les gens dans un parcours de réinsertion. Et moi, je voudrais vous parler d'un garçon qui s'appelle Patrick et qui a passé probablement les 15 premières années de sa vie à faire des allers-retours entre la prison et le monde libre. Qui était plutôt un garçon assez intelligent, mais qui a fini par se brouiller avec toute sa famille à force d'avoir ce comportement-là, qui était toxicomane aussi, plutôt à l'héroïne, et qui finalement a jamais construit rien à titre personnel, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan affectif, et qui a pas mal erré aussi sur tout le territoire français, ce qui fait qu'il avait des condamnations dans plusieurs juridictions. Et il avait le sentiment qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui allait mieux dans sa vie, qu'il commençait une cure de désintoxication, qu'il trouvait un emploi, eh bien il était rattrapé par son passé judiciaire. Alors c'était parfois vrai, parce que les peines de prison arrivaient de droite et de gauche. Parfois c'était juste aussi parce qu'il commettait de nouveaux actes, qui se présentaient pas non plus le jour du jugement, et donc il n'était pas au courant de ce qu'il avait eu comme peine. Et donc il y avait forcément un moment où il faut payer les pots cassés. Et en effet, ça arrive parfois de façon un peu saucissonnée. Donc c'était très difficile à vivre pour lui, et je crois que ça l'encourageait pas beaucoup à la fin à essayer de se sortir de là. Il avait l'impression qu'à chaque fois qu'il relevait la tête hors de l'eau, on lui donnait un bon coup, il repartait en prison, et c'était fini. Et puis
et puis on a trouvé qu'il avait quand même un discours intéressant sur son addiction, sur son parcours de vie, que c'était aussi un garçon qui commençait à avoir vraiment de la maturité. Il avait une quarantaine d'années, et on a décidé de le faire entrer dans un dispositif qu'on a appelé Trampoline, et qu'on a mis en place avec le XAPA, qui est un centre spécialisé dans les addictions de Lille. Donc ce mécanisme qu'on appelle de justice restaurative, il implique à la fois le juge d'application des peines, donc le XAPA, qui sont des personnels infirmiers, où on trouve des psychologues, des addictologues, des assistantes sociales, et puis le service de probation et d'insertion aussi, avec la concertation de ces trois structures, et puis cette personne, on a réussi à mettre en place un vrai parcours de soutien par rapport à lui, son intention forte de se sortir à la fois de l'addiction et puis de ce parcours délinquant. On a fait en sorte aussi de rassembler les différentes peines et les condamnations qu'il avait dans toute la France pour essayer de faire table rase de la situation et de dire voilà où on en est, voilà ce qu'il reste à faire, un travail d'intérêt général, 1, 2, 3 peines d'emprisonnement que peut-être on peut aménager sous forme d'un bracelet électronique par exemple. Et en attendant, vous de votre côté, vous vous engagez aussi à venir très régulièrement à nos convocations, celle du JAP, celle du XAPA, celle du service de probation, pour qu'on puisse déceler avec votre aide et puis vos propres qualités en fait, ce qui va pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous sortir de ce chemin-là que vous avez décidé de quitter. Et puis ça a pris un peu de temps, mais là on en est à bientôt 2 ans. L'année dernière, il est venu avec nous pour présenter ce dispositif de justice restaurative à l'école de la magistrature, devant des juges d'application des peines qui font de la formation continue, pour expliquer un peu lui comment il avait vécu ce parcours, en quoi ça l'avait aidé. Et il a pu nous expliquer que pour lui ça avait été aussi une histoire de confiance. Il avait eu confiance dans le juge d'application des peines qu'il avait rencontré, c'était pas moi, je précise, mais et qu'il avait dit aussi que c'était le bon moment pour lui de se sortir de tout ça, qu'il était prêt à s'y engager, qu'il avait envie d'autre chose, une vraie volonté de changement, une vraie motivation qui était soutenue en fait par les 3 structures, JAP, SPIP et XAPA. Et aujourd'hui, je crois que c'est une vraie réussite parce que non seulement il n'y a pas de nouvelles infractions qui ont été commises, mais il est abstinent par rapport aux produits depuis plusieurs années maintenant. Donc c'est chouette et c'est une belle chose aussi, je trouve qu'il puisse venir témoigner de son parcours et de ce qui a été positif et soutenant pour lui dans le cadre de ce dispositif. Du coup, on va passer à une deuxième partie sur plutôt les fonctions du juge d'application des peines. Comment est-ce que vous déterminez l'application d'une peine ? Je distinguerai d'abord les peines qui n'impliquent pas d'emprisonnement et celles qui condamnent à une peine d'emprisonnement. Pour parler d'abord des peines de suivi probatoire ou de travail d'intérêt général, puisque ce sont les principales, et puis pour les personnes condamnées à des faits beaucoup plus graves en cour d'assises le plus souvent, le suivi socio-judiciaire, donc qui intervient cette fois-ci après la peine d'emprisonnement, on prend en compte énormément de paramètres. Au départ, dans ces peines-là, le juge d'application des peines n'est pas particulièrement dédié à les modifier. Elles sont telles quelles. Le tribunal ou la cour d'assises a fixé des obligations et des objectifs. Si nous considérions qu'elles étaient insuffisantes ou inadaptées, on aurait le droit de les modifier. C'est toujours cette possibilité, mais on ne le fera pas d'emblée. On attendra d'avoir déjà un peu de recul sur quelques mois, sur la personnalité du condamné, avoir également l'avis du service de probation et d'insertion, pour éventuellement modifier les obligations, en ajouter d'autres. On pourrait imaginer par exemple qu'une personne a été condamnée pour des violences conjugales, qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel, la victime et l'auteur ont tous les deux expliqué que c'était terminé leur histoire, et ils ne voulaient plus se voir, c'était fini. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de risque
de réitération des faits sur cette personne-là, et puis la réalité montre qu'en fait l'histoire est plus compliquée, que les personnes ont repris contact, et qu'éventuellement la victime, elle n'est pas d'accord pour cette reprise de contact. Dans ce cas-là, on pourrait être amené à fixer une nouvelle interdiction de contacter et de se rendre au domicile de la victime, qui n'était pas prévue au départ par le tribunal. Ça fait partie des modifications qu'on peut faire, mais on peut très bien imaginer aussi une personne condamnée pour trafic de stupéfiants, pour laquelle le tribunal a considéré qu'il avait besoin d'une obligation de soins pour se dégager d'une addiction aux produits stupéfiants. Alors que dans la réalité, il nous dit « mais moi j'ai jamais fumé, je n'ai jamais consommé quoi que ce soit, je faisais ça uniquement pour l'argent », ça arrive régulièrement. Le tribunal peut-être s'est trompé ou a mal compris, bref, peu importe. On pourrait considérer au bout de quelques mois, avec par exemple des analyses biologiques qui démontrent qu'en effet la personne n'est pas du tout consommatrice, que cette obligation de soins, elle n'a pas vocation à s'appliquer et on peut l'enlever. Donc pour modifier ces obligations d'une peine de suivi en milieu ouvert, c'est-à-dire en milieu libre, on va prendre en compte la personnalité de l'auteur, ce qu'il a fait avant d'être condamné, son casier judiciaire, mais aussi ce qu'il est devenu depuis sa propre condamnation. L'objectif étant d'arriver à limiter au maximum le risque de récidive. Évidemment, on pourrait dire que c'est le premier devoir du juge d'application des peines. En fait, c'est pas que ça. Moi, je considère que ma fonction, c'est aussi de permettre aux personnes qu'on suit d'arriver à un changement dans leur vie. En tout cas, s'ils le souhaitent. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a des gens qui se satisfont assez de la vie qu'ils mènent, même si ça implique des risques judiciaires. Régulièrement en matière de toxicomanie, je rencontre des personnes qui me disent « mais moi je veux pas du tout arrêter de fumer, je peux pas, je veux pas, et l'alcool non plus. C'est hors de question, je ne peux pas le faire. » Ça c'est quelque chose qu'ils disent à l'instant T, et il est possible que dans 2 ans ou 10 ans, ou peut-être jamais, ils me disent j'en ai assez, là je suis fatiguée, ça m'a usé, j'ai fait le vide autour de moi, ça me coûte un argent fou, et puis autour de moi, je me rends compte que je suis seule et que j'ai rien construit, donc j'ai envie de passer à autre chose. Donc c'est cette volonté d'accompagner la personne dans un changement, dans un mieux-être dans sa vie personnelle, qu'on doit aussi considérer, parce que c'est évidemment, je pense, le meilleur rempart contre la récidive, de faire en sorte que les gens soient mieux dans leur vie et déterminent eux-mêmes les objectifs auxquels ils veulent arriver, quelle est la vie qu'ils souhaitent mener. Tout le monde souhaite pas mener la même vie, je pense que vous vous rendez compte dans vos études. On n'a pas tous les mêmes impératifs en termes de travail, de souhait, de construction de vie familiale. Chacun a les siennes, je pense que ça, il faut respecter la volonté de chacun, tout en disant à la personne, c'est clair que si vous continuez dans cette voie-là, le risque sur le plan pénal, il est important pour vous. Donc vous en tirerez les conséquences, vous en assumerez les conséquences. Mais si en tout cas, vous avez envie de modifier votre parcours de vie, on est aussi là pour ça, avec l'aide du service de probation, pour vous y accompagner. Donc c'est ces éléments-là, le passé, les faits eux-mêmes, le contexte dans lequel il a été commis, et puis le discours de la personne à la fois sur son acte, mais également sur son parcours de vie, qui va me faire décider de l'application d'une peine. Et ça peut aller évidemment donc jusqu'à enlever certaines obligations, mais ça peut aussi aller jusqu'à une incarcération, une réincarcération, si au contraire les obligations qui sont fixées à la personne n'étaient pas suivies. Donc ça c'est aussi une des attributions du juge de l'application des peines, c'est de révoquer les sursis qui sont au-dessus de la tête, comme on dit, d'une personne condamnée. Quels éléments prenez-vous en compte lorsque les détenus demandent des aménagements de peine ? C'est justement l'audience que je tiens demain à la prison de Sequedin. On a 13 ou 14 détenus qui comparaissent parce qu'ils ont demandé des aménagements de peine, donc sous forme de libération conditionnelle ou de semi-liberté ou de bracelet électronique pour la plupart. Je vais prendre en compte un certain nombre d'éléments qui sont identiques, c'est-à-dire le risque de récidive. En fait, je peux en effet les libérer plutôt dans un cadre avec contrainte, mais je vais prendre en compte d'abord le risque de récidive. Alors, on pourrait dire qu'une personne qui a été condamnée 20 fois,
le risque de récidive est énorme, à 95%, il va récidiver, sauf qu'en fait, c'est pas si simple. Est-ce qu'on le replace dans les conditions qui étaient celles dans lesquelles il a commis les actes délictueux ou pas? Ou est-ce qu'on change, au contraire, pas forcément de région, mais tout simplement parfois de ville? Est-ce qu'on l'éloigne d'anciennes fréquentations? Est-ce qu'on l'éloigne d'une famille qui est parfois toxique ou d'une relation amoureuse qui est nocive? Ça, évidemment, ça fait partie des choses que je vais prendre en considération. J'écoute aussi beaucoup ce qu'il dit de ce qu'il a fait. Ça m'intéresse beaucoup de voir quel recul il a après quelques mois, parfois quelques années de prison, sur les actes qu'il a commis. Et ça aussi, ça évolue. Ça évolue grâce aux entretiens qu'il peut avoir avec le service de probation, avec le psychologue aussi. On peut espérer aussi que l'enfermement, parfois, ça permet, ça facilite aussi la réflexion parce que on a assez peu de distractions étant enfermé. C'est pas toujours le cas. Moi, je pense quand même que c'est beaucoup le dialogue avec les autres, parfois aussi avec sa famille, qui importe. Donc j'écoute aussi beaucoup le discours des gens sur ce qu'ils ont fait. Je vais prendre en considération évidemment ce que me dit son avocat, parce que c'est compliqué de s'expliquer avec des mots adaptés, et ils sont parfois maladroits dans le dialogue et les mots qu'ils choisissent. Leur avocat, qui a pu rencontrer aussi leur famille à l'extérieur, va être souvent plus en capacité de l'exprimer, de mettre en avant les choses positives aussi, et de dire ce qui constitue en fait des facteurs de protection dans le projet de la personne. Parce que c'est évidemment un projet aussi que je considère. Je ne fais pas sortir quelqu'un en disant tu en as assez, tu es fatigué, tu es au bord du suicide, sors, voilà. Évidemment, ça dépend de beaucoup d'autres choses. Donc j'écoute aussi son avocat, j'écoute aussi l'avis du procureur de la République, qui est aussi indispensable dans la balance. Le condamné, le procureur qui représente les intérêts de la société, et qui va me dire, lui, pour quelle raison il considère que on peut prendre ce risque de remettre prématurément cette personne en liberté, à condition, par exemple, qu'il y ait un cadre assez contraint, qui est celui de la semi-liberté ou du bracelet électronique, avec des horaires de sortie bien cadrés, une obligation de soins psychologiques, par exemple, une interdiction de contact avec l'ex-compagne avec qui il a été violent, une obligation d'avoir une activité professionnelle, ou en tout cas de démontrer qu'il en cherche une. Donc ça, c'est évidemment un avis très important, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le procureur de la République n'est pas toujours contre la remise en liberté d'une personne. Il prend en considération l'ensemble de ces éléments pour donner son avis. Donc c'est un équilibre entre tous ces intérêts. J'ajoute aussi celle qui est parfois moins présente, en tout cas dans nos audiences, qui est la victime. Parce qu'à l'application des peines, c'est très rare, à part pour les peines les plus lourdes, qu'on entende l'avocat de la victime. Mais en revanche, je fais régulièrement ce qu'on appelle une enquête victime. Je la fais entendre par le service de probation pour recueillir son avis à elle sur une libération anticipée de la personne, sur ses craintes par rapport au fait qu'elle pourrait revenir dans le quartier, la revoir. Donc c'est aussi la prise en compte de l'intérêt de la victime. Et quand je vois... aujourd'hui, évidemment, vous n'avez pas manqué d'entendre ces campagnes de prévention par rapport aux violences conjugales, et c'est vrai qu'on en juge beaucoup en ce moment depuis 2 ans au tribunal, bien plus qu'autrefois. C'est quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant, de prendre en compte sa parole, même si elle est ambivalente, même si la victime elle-même minimise les faits qui ont pu être commis sur elle. On est très, très à l'écoute de ce qu'elle nous dit, et de décrypter aussi ce qu'il y a derrière le sentiment qu'elle exprime. Et vous nous avez parlé plusieurs fois du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer les liens que vous entretenez avec eux? Alors, le service de probation, nous dépendons du même ministère de la Justice, sauf que eux, ils sont dans la direction de l'administration pénitentiaire. Autrefois, on les voyait un peu comme des assistantes sociales. Je crois
crois qu'aujourd'hui, leur rôle, il a plus grand-chose à voir. Pour nous, ce sont des auxiliaires indispensables parce que moi, je rencontre les condamnés à certains moments, mais je n'ai pas un suivi hebdomadaire, mensuel avec ces personnes. Sauf dans le cas que je vous expliquais tout à l'heure de justice restaurative, où là, on a un suivi très fréquent des personnes. Mais matériellement, c'est pas possible. À titre d'exemple, je pense que je suis à peu près 300 détenus à la maison d'arrêt de Sequedin. Et pour des personnes libres, je pense que je dois en avoir 700 aussi. Donc évidemment, c'est pas possible d'avoir une relation très fréquente avec les personnes condamnées. En revanche, le service de probation, c'est lui qui est délégué par moi pour faire cet intermédiaire et puis justement faire émerger chez la personne cette motivation au changement. Et pour ça, il y a des techniques dans le discours qu'ils emploient, dans les questions à poser, dans les points à creuser, qui sont à la fois d'ordre technique par rapport à leur discours, mais aussi qui font appel à des méthodes psychologiques un peu. On pourrait imaginer, comparer ça à du management par exemple. Et qui sont extrêmement poussés. Ils sont bien formés pour ça. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que si le juge il est encore un peu sur son piédestal et que on est rarement mis à mal par les condamnés qu'on reçoit, même si ça leur arrive quand même régulièrement de péter un câble dans nos bureaux, de nous insulter, mais globalement il y a encore un certain respect. Je pense qu'on est une des dernières institutions qui a encore ce respect-là, peut-être parce que évidemment il y a la crainte de ce qui arrive derrière, mais d'un autre côté, ça ne leur permet pas toujours d'exprimer très librement ce qu'ils voudraient dire. Et parfois, c'est mieux effectivement qu'un conseiller d'insertion avec qui ils se sentent plus à l'aise, parfois trop à l'aise, eh bien ils puissent dire ce qu'ils ont au fond du cœur et dans la tête. Donc on a parfois des surprises, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas c'est plus cash, quoi, tout simplement. Même si je pense que le juge d'application des peines, c'est probablement le juge le plus accessible de tous. Moi, je reçois les condamnés dans mon bureau comme je vous reçois, on est tout proche, et il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de greffier, on n'est pas enregistré, donc on peut se parler très franchement, s'ils le souhaitent. Mais je pense que c'est plus transparent avec le service de probation, donc je compte énormément sur leur avis, qui m'est très précieux pour évaluer justement l'opportunité d'un aménagement de peine ou un changement d'obligation dans le cadre d'une mesure. Donc on entretient d'excellentes relations avec eux, quotidiennes, on se téléphone, on a un applicatif métier qui nous permet de communiquer sur chaque dossier en temps réel. Et leur avantage, évidemment, c'est qu'eux suivent un nombre de condamnés qui est beaucoup plus faible, même s'il est quand même beaucoup trop important pour pouvoir faire le travail qu'ils aimeraient faire. Mais c'est notre allié absolument indispensable dans la prise en considération de ces mesures d'emprisonnement ou de milieu ouvert. Du coup, qu'est-ce que vous pensez des peines privatives de liberté et de leur efficacité ? Et qu'est-ce que vous pensez en parallèle du coup des peines alternatives ? Alors, en règle générale, et surtout depuis la loi du 23 mars 2019, il faut privilégier les peines alternatives. C'est ce que nous dit le législateur. C'est-à-dire que globalement, toutes les peines jusqu'à 6 mois d'emprisonnement doivent être aménagées immédiatement, sans attendre. En bracelet électronique, en semi-liberté par exemple. Et l'obligation est moindre entre 6 mois et 1 an, mais elle est quand même très importante. Ça signifie que le législateur a pris en considération le fait que les courtes peines d'emprisonnement, elles sont plutôt nocives et nuisibles. Autrefois, je crois qu'on avait plutôt le réflexe de dire ça lui donnera un petit peu de plomb dans la cervelle, tout simplement, de passer quelques mois en prison. On réalise qu'en fait, c'est pas vrai. Ça désinsère plutôt la personne. Régulièrement, ça entraîne une perte d'emploi, une perte du logement aussi, une rupture familiale quand même avec le conjoint, avec la famille qui se montre lassée des incarcérations. Du coup, les effets sont quand même globalement beaucoup plus destructeurs qu'utiles. Et je privilégie donc les peines alternatives à l'incarcération du type travail d'intérêt général, qui globalement a montré son utilité et son sens aussi par rapport au reste de la société.
Par rapport aux longues peines d'emprisonnement, en revanche, je dirais les choses différemment, tout simplement aussi parce que les détenus ne sont pas accueillis dans les mêmes lieux. Et être détenu en maison d'arrêt, c'est pas pareil qu'être détenu en maison centrale ou en centre de détention. On a quand même beaucoup plus de possibilités d'activités, que ce soit de formation ou tout simplement d'emploi. On a plus aussi de possibilités d'accès à des psychologues globalement, à des permissions de sortie aussi sur des peines qui sont plus longues, alors qu'en maison d'arrêt qui sont destinées plutôt aux courtes peines ou aux personnes qui sont en détention provisoire, il n'y a pas ces possibilités-là et ça se sent. Souvent on voit un détenu qui va avoir une détention très difficile en maison d'arrêt avec beaucoup d'incidents, des violences, des insultes, qui arrive en centre de détention ou en maison centrale et qui va pouvoir se poser vraiment. Avec un encellulement individuel aussi, ce qui est rarement le cas en maison d'arrêt. Donc je suis assez contre les courtes peines d'emprisonnement et si c'est possible dans l'ensemble, je les aménage autant que possible pour en faire quelque chose d'utile tout simplement pour la personne. Parfois il n'y a pas de solution malheureusement quand la personne ne vient pas à l'audience ou ne vient pas rencontrer le juge d'application des peines. On peut rien faire sans son consentement et puis sa motivation à lui, évidemment. Et est-ce que la surpopulation carcérale, elle entre en compte lorsque vous prenez vos décisions ? Alors oui, elle entre en compte. La France a été condamnée en janvier 2020 pour les conditions de détention d'un certain nombre de prisons en France. Et c'est vrai que c'est hors de question qu'on continue à avoir des détenus qui vivent leur détention dans ces conditions-là. Je pense notamment à des faits de violence. On est quand même dans un univers qui est vraiment rude et dans lequel certains ne sont pas suffisamment protégés des agissements d'autres, qui sont de véritables prédateurs, vraiment. Donc évidemment, on le prend en considération, les personnes ne peuvent pas être seules en cellule. Parfois c'est pas souhaitable, mais en tout cas, il faudrait pouvoir choisir avec soin les co-détenus pour éviter justement des phénomènes de victimisation. Et ça je le prends en compte. Je peux pas dire autre chose. Et vous parliez dans une dernière question de l'impact du Covid. On l'a vraiment mis en œuvre au mois de mars, au moment du premier confinement, donc il y a tout juste un an aujourd'hui, je crois. Dans les 2 mois qui ont suivi, on a fait en sorte de libérer, dans le cadre de libération conditionnelle ou de semi-liberté ou de bracelet électronique si c'était possible, mais ça a été compliqué parce que c'était une période aussi où on ne pouvait pas poser non plus de bracelet électronique, pas de nouveaux bracelets en tout cas. Toutes les personnes pour lesquelles le risque de récidive n'était pas excessif et qui étaient dans les délais légaux évidemment pour bénéficier d'un aménagement de peine. Mais c'est évident que la surpopulation carcérale plus le Covid, ça peut donner vraiment des résultats extrêmement graves. En prison, on a quand même les services de probation, les intervenants extérieurs et puis les surveillants qui vont et viennent à l'extérieur, donc qui peuvent évidemment apporter le Covid, plus les parloirs. Ça serait catastrophique qu'on ait des clusters qui soient pas maîtrisés. Et évidemment, à partir du moment où on peut pas être un par cellule, le risque est vraiment, vraiment important. Donc oui, ça fait partie des choses que je prends en compte et je le mets parfois même dans mon jugement tel quel. Compte tenu de la surpopulation carcérale dans l'établissement pénitentiaire dans lequel se trouve monsieur un tel, et de tous les paramètres dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est opportun de lui accorder un aménagement de peine. Du coup, en conclusion, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être amélioré dans le système carcéral français ? Moi, je pense d'abord à la sécurité de chacun des détenus. C'est ça qui m'inquiète le plus aujourd'hui. Peut-être parce que dans le Nord, on est confronté à une surpopulation forte. La maison d'arrêt homme à Sequedin, aujourd'hui, je crois qu'elle est à 140% de surpopulation. Donc c'est beaucoup trop. Et les surveillants nous disent qu'il est compliqué d'assurer la sécurité de chacun des détenus. Donc ça, c'est ça qui me soucie aujourd'hui. Ça veut dire forcément plus d'espace pour chaque détenu, mais plus de surveillants aussi. Plus d'intervenants extérieurs comme vous faites. Moi je trouve ça formidable qu'il y ait des étudiants qui acceptent de prendre de leur temps pour faire quelque chose qui aura probablement pas de lien par la suite avec leur futur métier, mais c'est une vraie bouffée d'oxygène pour les personnes que vous rencontrez. C'est une vraie aide aussi par rapport à ce que vous pouvez leur proposer
et les propres compétences que vous mettez à leur service. Donc plus d'intervenants extérieurs aussi, mais ça demande aussi de faciliter leur intervention. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut que les mouvements en détention soient fluides. Donc à nouveau, je le redis, ça veut dire plus de surveillants, peut-être aussi des surveillants qui soient mieux formés, mieux recrutés aussi. Je pense qu'on a un problème aujourd'hui de recrutement des agents de la pénitentiaire. Il y a des campagnes de publicité, j'ai vu en ce moment. C'est pas un métier très attrayant au départ, c'est pas simple. Je pense que s'ils étaient mieux formés, mieux reconnus, mieux payés peut-être aussi, on aurait des surveillants qui pourraient être à la hauteur de la tâche immense, je pense, de la réinsertion et évidemment aussi du système carcéral que l'on s'est donné. Aujourd'hui, c'est 65 000 détenus, je crois, en France. Et on a encore beaucoup de travail, beaucoup plus que dans d'autres pays européens, il faut en être conscient. J'y pense d'autant plus quand on entend autour de nous que la prison c'est un centre de vacances avec la télévision, la PlayStation et puis une petite promenade de temps en temps. Dans la réalité, c'est aussi un monde extrêmement violent où parfois on se déconstruit plutôt qu'on ne se construit, et ça m'ennuie beaucoup compte tenu notamment de l'âge des détenus, pour la plupart qui ont moins de 25 ans. Voilà, merci de nous avoir écoutés, nous espérons que ce format vous aura plu.